Bienvenue. Donc, ce nouveau webinaire qui est organisé par CNRS Formation Entreprise. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de cybersécurité. Alors, c'est un sujet dont on parle beaucoup et de plus en plus, qui représente un enjeu majeur à toute échelle, les individus, les entreprises et les administrations et toute forme d'organisation. Alors, face à cet enjeu, le CNRS est au rendez-vous en menant une recherche de pointe pluridisciplinaire autour de la cybersécurité sur de nombreux sujets, la cryptographie, les systèmes de protection, le fonctionnement des malwares, les facteurs humains, la blockchain. Et donc la communauté de recherche est vraiment très importante. Et aujourd'hui, nous accueillons Daniel Ventre, qui est chercheur plutôt sur un angle géopolitique et qui va nous parler du risque des menaces persistantes avancées. Alors Daniel est docteur en sciences politiques. Il effectue ses recherches au sein du Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Alors ce webinaire est organisé par CNRS Formation Entreprise, l'organisme de formation continue de la direction des relations avec les entreprises. Donc c'est un organisme qui a une mission d'organiser des formations en transférant les savoirs et savoir-faire des laboratoires du CNRS et de ses partenaires à destination des secteurs publics et privés. Alors, les formations sont organisées la plupart du temps en présentiel, dans les laboratoires ou au sein des entreprises. Ce sont des formations courtes qui durent entre 1 et 5 jours en petits groupes, soit sous forme de présentation interactive, mais aussi bien souvent avec une part importante consacrée à l'expérimentation ou aux études de cas. Et dans tous les cas, les formations sont dispensées par les personnels des laboratoires de recherche. Alors, avant d'écouter la présentation de Daniel Ventre, je laisse la parole à Nicolas Porquet, responsable de la coopération avec la filière cybersécurité à la direction des relations avec les entreprises du CNRS. Merci Raphaël. Donc je vais vous faire une présentation très rapide de la filière cybersécurité au CNRS. Donc il faut savoir que la filière cybersécurité du CNRS, c'est à la fois de la recherche en sécurité informatique, correspondant à 29 unités de recherche, à peu près 220 chercheurs et enseignants-chercheurs sur 6 thématiques. Mais on a aussi de la recherche en sciences humaines et sociales, en communication quantique notamment, et également en mathématiques. Donc, au CNRS, on s'applique à avoir une approche pluridisciplinaire de la cybersécurité. Alors, si on regarde le continuum recherche, innovation, entrepreneuriat en cybersécurité, il faut savoir que 17 entreprises sont issues du MRC-CNRS en cybersécurité. Sur ces 17 entreprises, on a 13 startups. On a également un laboratoire commun en cybersécurité, c'est le laboratoire Cybermalix, qui correspond à une collaboration de longue durée entre le Lauréat et la société Walix, les laboratoires communs étant l'aboutissement d'une collaboration entre une entreprise et un laboratoire de recherche. Et on comptabilise également 6 projets en cours de prématuration en cybersécurité, ce qui montre bien le potentiel en matière de transfert et de création d'entreprise. Alors, la prématuration, qu'est-ce que c'est? C'est un soutien financier, un accompagnement des premières étapes de développement des projets innovants pour faciliter leur transfert vers l'industrie ou la création d'entreprises. Alors, je dis deux mots sur le groupement de recherche en sécurité informatique. Les groupements de recherche sont des structures d'animation du CNRS qui vont permettre d'animer une communauté thématique. Donc, le GDR sécurité informatique regroupe l'ensemble de la communauté des chercheurs en cybersécurité. Au sein de ce GDR, on va retrouver un club des industriels qui permet l'interfaçage entre des industriels et des académiques sur des problématiques scientifiques de cybersécurité, et également l'instrument Redox, qui est
qui a un dispositif qui est intéressant dans la manière où il va permettre à un industriel ou un service de l'État de transmettre une question scientifique à des doctorants qui vont plancher sur cette question pendant 5 jours avec une restitution le vendredi. Donc, ça peut être un moyen de débuter une collaboration de recherche en cybersécurité. Alors, au niveau de la stratégie nationale cybersécurité et de ses déclinaisons en matière de recherche-innovation, il faut savoir qu'on retrouve deux grands programmes en cybersécurité. Donc, le programme d'équipement prioritaire de recherche en cybersécurité, doté de 65 millions d'euros sur 6 ans. Et il est copiloté par le CNRS, le CEA et l'INRIA. Et donc, c'est un programme de recherche amont en cybersécurité basé sur 10 défis en cyber. On retrouve également le programme de transfert du campus cyber qui, lui, prévoit 5 volets et notamment des volets dédiés au financement de collaboration entre des industriels et des académiques. Donc, je vous invite à regarder les sites dédiés du PTCC ou du PEPR si vous voulez des informations complémentaires. Je passe la parole à Daniel. Alors, peut-être juste quelques précisions avant d'écouter l'intervention de Daniel. Donc, ce webinaire va durer une trentaine de minutes et il y aura une séance de questions-réponses à la suite. Vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation, mais nous les poserons à l'oral à Daniel Ventre à la fin de son intervention. Je vous précise également que ce webinaire est enregistré et qu'il y aura un replay qui sera diffusé, auquel vous pourrez avoir accès d'ici quelques jours. Quelques détails techniques. Alors, sur les questions, bon, nous serons certainement contraints de les sélectionner et de les regrouper par thématique. On ne pourra pas répondre à toutes, mais vous pouvez bien entendu vous exprimer sur le chat. Si une question durant la présentation fait référence à une diapo en particulier, veuillez indiquer le numéro de la slide. Et dernière recommandation technique, si vous avez la fenêtre de caméra qui est gênante pour la bonne lecture du diaporama, vous avez la possibilité de l'accrocher avec un petit bouton en bas à droite de la fenêtre où vous voyez la vidéo, afin qu'elle apparaisse au-dessus du chat. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Je laisse la parole à Daniel. Bonjour. Alors merci pour ce temps de parole qui m'est proposé aujourd'hui pour discuter avec vous d'un sujet que beaucoup de personnes en cybersécurité connaissent ou discutent. Il s'agit des fameuses APT en anglais que j'ai réappelé menaces persistantes avancées en français. Alors ces menaces persistantes avancées sont dans l'écosystème de la cybercriminalité occupent une place à part, une place privilégiée. Au cours de la dernière décennie, les MPA sont devenus l'une des figures majeures de la cybercriminalité. Alors l'objectif de cette présentation aujourd'hui n'est pas tant de faire une présentation technique de ce que sont les IPT, puisque ce n'est pas d'ailleurs ma spécialisation, ma spécialité. Je suis en SHS et non pas en informatique ou voire en mathématiques ou en sciences dures. Et donc mon propos va tenir plutôt sur la dimension statistique des MPA. Est-ce qu'on arrive à avoir une connaissance de ce phénomène-là, de ces pratiques, de ces acteurs, et à partir de quoi on peut se créer une connaissance? Et c'est l'un des enjeux d'ailleurs de cette recherche, de ce travail de recherche, d'essayer de comprendre un phénomène à partir de données publiques. Et donc, je vais vous présenter quelques-unes des sources de données publiques que j'ai pu utiliser pour mener cette réflexion. Et donc, le fil rouge de la présentation, c'est bien sûr d'essayer de comprendre de quelle manière ces fameuses MPA peuvent affecter ou non les secteurs d'activité industrielle, les secteurs d'activité économique. Et donc, pour ça, je vais comparer plusieurs sources de données et puis confronter des données qui sont relatives à la cybercriminalité de manière générale et essayer de les comparer aux données dont on dispose sur
les menaces persistantes avancées de manière plus particulière. Voilà, et donc, bien sûr, l'objectif de la présentation, c'est d'ouvrir à des questions par la suite, sachant que, donc, bien sûr, on va essayer d'échanger au fil du webinaire avec des questions-réponses. Et je reste bien sûr ouvert par la suite, que ce soit par mail ou par rencontre en face à face, pour discuter de ces problématiques-là, qui ouvrent d'ailleurs beaucoup de questions qui ne sont pas uniquement techniques, mais qui sont aussi des questions de nature juridique, des dimensions sociologiques et des questions de nature politique aussi. Donc voilà, donc je vais essayer d'aborder cette problématique en commençant tout d'abord par un rappel assez rapide de ce que sont les MPA. Alors, les gens qui sont du domaine de la cybersécurité connaissent assez bien cet objet-là, donc je ne vais peut-être pas trop m'attarder, mais je vais revenir simplement sur les axes principaux de la définition des IPT. Alors, donc j'utiliserai de manière tour à tour MPA ou IPT, mais ça désigne bien sûr le même objet. Alors, rappelez simplement que c'est une notion, enfin un terme, une expression qui est apparue aux États-Unis à la fin des années 90, qui est, d'après les sources que j'ai pu retrouver, c'est plutôt issu du domaine militaire. L'idée était de désigner des manipulations, des opérations d'espionnage attribuées à la Chine et qui passaient donc par les réseaux. Donc, quand on regarde rapidement une première statistique sur la distribution par pays de ces groupes-là au fil du temps, on voit que en fait, c'était la première manifestation des IPT n'est pas en fait d'origine chinoise, mais plutôt russe et daterait de la fin effectivement des années 90. Et on voit donc que depuis début des années 2000 à aujourd'hui, certains pays sont plus actifs que d'autres, on reviendra là-dessus, mais c'est un phénomène qui n'a pas fléchi, qui n'a pas diminué en intensité, qui au contraire a trouvé dans l'actualité, puis auprès des acteurs de la cybersécurité, une place de plus en plus importante. Voilà, donc les caractéristiques de ces MPA, pourquoi sont-elles différentes de la cybercriminalité en général ou d'autres pratiques de la cybercriminalité? Eh bien, ces particularités sont les suivantes. La première caractéristique, on dit que les IPT sont caractérisés par leur furtivité. Donc, ce sont des opérations qui ont vocation à être très discrètes, voire invisibles, indétectables, et qui restent indétectées en vérité parfois de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, ce sont des opérations qui sont menées pour être réalisées sur du long terme. L'objectif premier de ces opérations, c'est d'être longues. Et ensuite, la troisième caractéristique technique, c'est de faire appel à un haut niveau technique, en fait, un haut niveau de technicité. Et donc, pour arriver à ces objectifs-là, donc être indétectable, agir sur le long terme, c'est-à-dire s'introduire dans des systèmes et y demeurer sur une très très longue période, pour mener des opérations, que ce soit de collecte de données, d'espionnage donc, ou de sabotage même sur le long terme. On estime que pour mener ces opérations-là, il faut avoir des capacités de haut niveau, et donc que ça nécessite donc des moyens importants en termes d'infrastructure, mais aussi en termes de ressources humaines, de connaissances, de capacités, d'outils techniques. Cinquième caractéristique, en fait, on estime que ces opérations ne sont pas de la criminalité ordinaire, puisqu'elles sont motivées par des objectifs stratégiques, de nature stratégique. Donc, il y a une coloration fortement politique à ces opérations, ce qui fait que ces 5 caractéristiques associées entraînent à penser que, généralement, ces opérations ne peuvent être montées ou menées que par des opérateurs ou des acteurs étatiques, ou avec le soutien et l'appui des acteurs étatiques. On verra évidemment que ce n'est pas nécessairement le cas, puisque des moyens importants d'autres que des acteurs étatiques peuvent en disposer, notamment le crime organisé, et puis des opérations sur le long terme d'autres acteurs que des acteurs étatiques peuvent être amenés à les réaliser également. Voilà, donc quoi qu'il en soit, donc c'est la coloration de cette catégorie de cybercriminalité ou d'opérations agressives, c'est d'avoir une coloration étatique, a priori. Donc on va généralement attribuer, ou le plus souvent attribuer ces actions-là à des acteurs étatiques, et donc d'être des opérations qui ont une finalité bien particulière, avec un intérêt, une finalité stratégique, et qui sont donc menées sur le long terme pour mener des opérations bien particulières. Donc on voit bien que là, ces simples définitions-là
marquent déjà des différences par rapport simplement à des actes de cybercriminalité très, très récents et très d'actualité dont on parle beaucoup, par exemple les ransomware ou des opérations d'activistes, par exemple, puisque dans l'activisme, on va avoir des acteurs qui vont revendiquer leurs opérations et qui vont agir pour avoir tous les projecteurs sur eux. Et donc, on est vraiment à l'envers ou à l'encontre de la finalité ou des modalités opératoires des MPA. Et les ransomware également aussi, ce sont des opérations qui ne sont pas faites pour être discrètes, au contraire, bien au contraire, puisqu'elles sont là pour saboter, pour perturber des systèmes, et puis pour pas nécessairement avoir une finalité stratégique, puisque la finalité première des ransomware, c'est outre le fait de saboter les systèmes, de les mettre à mal, c'est de retirer de l'argent rapidement. Donc voilà, donc on a des finalités qui sont assez distinctes, et donc on voit qu'il y a des catégories dans la cybercriminalité qui agissent, qui existent, qui coexistent. Elles ne sont pas exclusives les unes des autres, puisqu'on peut avoir des opérateurs, des acteurs d'une catégorie, par exemple les MPA, qui peuvent aussi recourir au ransomware, par exemple, ou à d'autres formes de modes opératoires qui sont propres à la cybercriminalité plus ordinaire, je dirais. Mais quoi qu'il en soit, on a une caractéristique bien particulière quand même qui tente à être marquée pour ces menaces persistantes. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est de regarder de quelle manière ces MPA pourraient être véritablement différentes ou distinctes de la cybercriminalité en général, et non pas uniquement en regardant ces caractéristiques que je viens d'évoquer en termes de furtivité ou de finalité stratégique, mais j'ai essayé de comparer ce que pouvaient être les surfaces d'attaque à la fois géographiques mais aussi sectorielles, et là on rentre sur le cœur du sujet puisqu'il s'agit de traiter des risques pour des acteurs industriels ou économiques. J'ai essayé de comparer les surfaces d'attaque du cybercrime en général et la surface d'attaque des MPA. Et donc, pour essayer de comparer ces surfaces d'attaque à la fois géographiques et sectorielles, le premier dilemme, la première difficulté, je dirais plutôt, qui se pose à nous, c'est d'essayer d'avoir des sources de données, des sources d'informations qui puissent être utilisées et utilisables, donc des sources relativement structurées pour faciliter un petit peu le travail. Et quand on cherche ce type de données, on se rend compte qu'il en existe relativement peu. Alors, ça fait partie des problématiques que l'on a quand on essaie de travailler ces questions du point de vue des sciences humaines et sociales, notamment, c'est accéder à des données, à des sources de données, à des bases de données qui soient exploitables assez simplement, je dirais, pour des non-techniciens ou des non-informaticiens, donc pas de la donnée technique brute. Et donc, c'est ce qui est assez paradoxal, c'est que de la cybercriminalité, on en parle depuis un demi-siècle, quasiment. Si on ne l'appelait pas de la même manière, bien sûr, il y a 50 ans, on parlait de criminalité informatique ou de criminalité par ordinateur ou de criminalité en réseau par la suite. Et donc, mais enfin, globalement, on arrive à peu près à la même chose. Donc là, cette cybercriminalité, on en parle énormément. Mais quand on essaye de construire du chiffre ou d'avoir des données un petit peu plus mesurées sur le phénomène, on se rend compte qu'il existe relativement peu de sources qui aient été structurées, qui étaient discutées, qui étaient validées. Et donc, on se retrouve rapidement à travailler sur les mêmes objets, enfin sur les mêmes bases de données. Donc, je vais évoquer des sources de données que vous connaissez pour la plupart sans doute, mais je vais essayer de voir ce que ces bases de données permettent de révéler, et puis notamment, donc, qu'est-ce qu'elles nous illustrent, qu'est-ce qu'on peut illustrer en termes de surface d'attaque à la fois géographique et sectorielle. Et on verra que effectivement apparaissent quelques différences, quelques caractéristiques particulières des MPA au travers de ces analyses. Alors, premier focus sur la cybercriminalité en général. J'ai utilisé 3 sources de données, alors que vous connaissez, j'imagine, Eurepoc, le CISSM et puis quelques données de Spin AI, qui sont donc des données sur les ransomware. Et donc, je vais vous montrer ces informations, ces données, qu'est-ce qu'on arrive à tirer comme information de ces bases. Donc, Eurepoc, la première base d'information de données, Eurepoc, je rappelle, c'est un consortium européen plutôt académique qui regroupe quelques universités qui se sont données pour tâche d'essayer de constituer ou de comprendre surtout l'environnement de la cybermenace et qui ont constitué une petite base de données sur les APT, mais pas uniquement sur les APT d'ailleurs, puisqu'elle traite des cyberincidents de manière un petit peu plus générale. Et donc, à partir de cette base de données,
on peut déjà faire une petite cartographie. On va réfléchir beaucoup par cartographie pour avoir une visualisation de ces surfaces d'attaque. Et la première cartographie que l'on a, c'est celle-ci. À partir de cette base, bien sûr, j'insiste toujours, à partir de la base, on a une surface, alors non pas d'attaque, mais là, il s'agit de la surface des pays agresseurs ou sources des cyberincidents. On voit que d'après cette base, l'essentiel ou une grosse majorité des incidents trouvent leur origine en Chine et en Russie, et ensuite des États-Unis, et ensuite, de manière assez généralisée, on va dire, sur l'ensemble de la planète, on va trouver des pays à partir desquels vont partir des cyberattaques ou vont trouver leur source des cyberincidents. Quand on essaie de faire d'autres statistiques sur ces informations, on se rend compte que globalement, 80% des attaques ou des cyber-événements qui sont recensés dans cette base proviennent en gros de 17, enfin un petit peu moins de 20 pays sur l'ensemble de la planète. Donc, ce qui représente un pourcentage très faible des pays du monde, même si la surface en termes de population est assez importante et globalement dominante d'ailleurs. Alors, ce que l'on peut essayer de regarder aussi, c'est quelle est la surface d'attaque sectorielle. Mais avant d'en arriver aux surfaces d'attaque sectorielles, on peut aussi regarder quelle est l'origine des attaques, non plus géographiques, mais l'origine des acteurs. Qui sont ces acteurs? Alors, d'après cette base-là, on a plusieurs catégories. Alors, une première catégorie, alors la première colonne représente des acteurs non étatiques, donc la cybercriminalité ordinaire. Mais donc là, le slide coupe un petit peu la suite des références. Mais ce sont des acteurs non étatiques, mais que l'on peut affilier ou que l'on suppose pouvoir avoir des relations avec des États. Donc, ça représente une part conséquente quand même des incidents qui sont recensés dans cette base. Ensuite, deuxième catégorie, des acteurs non étatiques. Et ensuite, troisième catégorie, des acteurs étatiques. Donc, puis ensuite, on a tout un ensemble, un panel d'incidents qui ne sont pas attribués. On ne sait pas trop d'où peuvent venir les attaques. Mais on remarque la dernière colonne qui recense des hackers individuels, donc des hackers, on va dire, isolés, qui ne travailleraient pas en groupe. Et cette catégorie-là est très minoritaire finalement. Donc, le gros de la masse des acteurs qui mèneraient des États seraient des acteurs non étatiques, avec une proportion d'acteurs non étatiques qui auraient une affiliation avec l'État. Donc, ça, c'est une des premières conclusions, enfin, des premiers constats que l'on peut faire sur cette base. Deuxième constat, qui concerne la surface d'attaque géographique, donc ce sont les cibles qui sont touchées par ces cyberincidents. L'essentiel, enfin, une grosse partie des cyberincidents sont concentrés et visent le continent nord-américain, puis ensuite la Russie, la Chine, l'Inde. Et donc, on va retrouver globalement dans ces surfaces d'attaque, comme dans les surfaces d'agresseurs, on va retrouver les acteurs dominants de la scène internationale ce sont les grandes puissances. Donc, il n'y a pas de grosses surprises, je dirais, dans l'analyse de ces données. Et quand on regarde la surface d'attaque sectorielle, donc les secteurs d'activité qui seraient les plus victimes, les plus touchés par ces opérations planétaires, on trouve en première catégorie les acteurs étatiques, les infrastructures critiques, et ensuite viennent les entreprises, en fait. Donc, il ressortirait de cette base de données que, en fait, les entreprises ne sont pas la première cible, la première des cibles de la cybercriminalité à l'échelle planétaire, mais il s'agirait plutôt des acteurs étatiques ou des infrastructures critiques. Donc, on pourra rediscuter la nature de ces données, qu'est-ce qu'elles recoupent, de quoi elles parlent concrètement, ces données, mais il faut bien toujours avoir en tête qu'il ne s'agit là uniquement que du reflet des données qui sont contenues dans la base. Il ne s'agit pas nécessairement du reflet de la réalité en commun mondial, et on ne sait même pas, on ne peut pas dire en l'état actuel, si cette base de données est un échantillon représentatif de la totalité de la réalité. Voilà. Donc, on peut aller ensuite de manière plus fine. Donc, les slides seront laissés à disposition pour consultation ultérieure, si vous voulez que l'on rediscute de manière plus précise. Mais ensuite, en allant en plus dans le détail, on se rend compte que dans
institutions étatiques qui sont toujours en tête donc des cibles. On va retrouver tout ce qui représente le gouvernement, les ministères, donc globalement, et puis ensuite la dimension militaire qui vont faire partie des cibles privilégiées de la criminalité internationale. Alors, deuxième source de données que l'on peut regarder, est celle du CISSM, donc un centre de l'Université du Maryland, un centre de recherche donc académique, qui a constitué une base de 12 000 incidents, donc une base qui est beaucoup plus complète que la précédente, qui elle comptait 2 ou 3 000 incidents de mémoire. Et donc cette base-là plus complète ne se focalise elle non plus pas sur les MPA, et donc essaye d'aborder la cybercriminalité de manière très très large. Et donc ça veut dire que dans cette masse d'incidents, il y a de la cybercriminalité, je veux dire ordinaire ou non MPA, et il y a aussi inclus des cyberattaques qui relèvent des MPA. En l'état actuel des données, difficile de faire la distinction entre les deux. Et quand on regarde la surface d'attaque sectorielle, donc à partir de cette base relativement étoffée, on se rend compte que les premières cibles les plus touchées dans ce panel-là sont des administrations publiques. Et ensuite, alors, par contre, il y a une différence assez nette par rapport à la base de données précédente. On voit que des acteurs de l'industrie ou de secteurs sensibles, notamment infrastructures critiques, vont arriver en tête. Alors là, on retrouve le domaine de la santé, de l'information, l'éducation, les finances, et donc ensuite, dans tout l'ensemble de secteurs qui sont listés par la suite, on va retrouver un grand spectre d'acteurs ou de secteurs d'activité économique. L'idée étant, derrière, que quasiment la quasi-totalité des secteurs d'activité vont être touchés par les problématiques de cybersécurité, mais à des degrés divers. Alors, toute la difficulté sera de savoir de quelle manière ces secteurs d'activité sont les uns après les autres, ou de manière individuelle, je veux dire, sont touchés par ces cyberincidents, et par qui. Quand un secteur est touché par la cybercriminalité, est-ce qu'il est prioritairement touché par la cybercriminalité en général, par les ransomware ou par les MPA, c'est-à-dire plutôt par des activités d'espionnage. Donc à partir de ces bases de données, ce travail-là relève, je ne vais pas dire de la mission impossible, mais s'avère relativement difficile. Là, donc, c'est un autre transparent qui est peut-être difficile à lire à l'écran parce qu'il nécessite en fait une impression beaucoup plus large. Mais sur la colonne de droite, on voit l'ensemble des secteurs d'activité qui sont touchés par les cyberattaques. Et sur la gauche, on voit les motivations, les mobiles de ces attaques. Et on se rend compte que l'un des premiers mobiles des cyberattaques reste la protestation, donc une dimension politique, la revendication, donc l'activisme. Mais le deuxième volet de motivation le plus important relève de nature financière. Donc la cybercriminalité est bien teintée d'une dimension économique. Donc tous les secteurs d'activité, quand on regarde ici le schéma, dans toutes les lignes rouges vont adresser quasiment tous les secteurs d'activité qui sont ici recensés, acteurs étatiques et non étatiques, ou domaines étatiques, ou secteurs étatiques et non étatiques. Et on se rend compte, quand on regarde tout à fait vers le haut, que la dimension espionnage relève plutôt d'une catégorie minime et beaucoup moins mise en avant et moins présente que les cyberattaques de nature financière. Dans cette base, on peut essayer d'isoler le cas de la France pour avoir une idée un petit peu plus parlante, si l'on veut, ou un exemple plus concret et plus proche. On regarde donc toujours sur la colonne de droite les secteurs d'activité qui sont visés. Alors, il y a une grosse partie des secteurs d'activité pour lesquels on n'arrive pas à avoir on n'a pas d'informations dans la base sur l'origine géographique des attaques. Mais par contre, on se rend compte que pour la France, la Russie ferait partie des principaux agresseurs. Donc, c'était une particularité. Alors, on pourra essayer de comparer ça avec d'autres États, par exemple, pour voir si la France est une particularité ou si la Russie fait partie des principaux agresseurs. Dans ce transparent-là, vous voyez aussi, toujours pareil, sur la colonne de droite, les secteurs d'activité affectés, et sur la colonne de gauche, les motivations des cyberattaquants. Et on se rend compte que là aussi, pour la France, le mobile financier reste le principal mobile, et que la quasi-totalité des secteurs d'activité se trouve être affectés par
par ces attaques à motivation financière. Et donc, je rappelle, on n'est pas là dans la catégorie spécifique des MPA. On est dans une catégorie, enfin dans un ensemble de cybercriminalité en général. On peut essayer de regarder du point de vue des ransomware, qui est donc là pour le coup une catégorie d'attaque beaucoup plus particulière, beaucoup plus ciblée, s'il y a des différences. J'ai essayé de comparer deux pays qui sont proches géographiquement et deux pays qui sont éloignés géographiquement pour voir si on pouvait aussi, en fonction de la localisation des États, avoir des particularités régionales, disons, ou non. Là, on se rend compte toujours, alors avec des secteurs qui sont toujours sur la colonne de droite, on se rend compte que pour l'Allemagne et pour la France, bien les secteurs ne se recoupent pas totalement. Il y a des différences, il y a un ensemble commun. On a un certain nombre de secteurs qui se retrouvent être cibles des ransomware, mais il y a quand même des différences. Il y a des secteurs que la France, des secteurs qui sont touchés en France et qui ne sont pas en Allemagne. Alors, ce qui voudrait dire simplement, comme ça, une première conclusion, on fait une première hypothèse, que en fait, chaque pays va avoir sa surface d'attaque particulière, propre, et cette surface d'attaque particulière va dépendre de plusieurs facteurs, soit que les secteurs sont plus ou moins bien protégés, soit que les secteurs sont plus ou moins représentés simplement dans une économie, soit que les secteurs sont plus ou moins actifs ou sont plus ou moins intéressants pour les agresseurs par ransomware. Donc il peut y avoir une quantité de motivation ou de facteurs explicatifs de ces différences en termes de surface d'attaque sectorielle, mais on ne peut pas avoir une comparaison, on ne peut pas calquer la surface d'attaque sectorielle d'un État avec celle d'un autre État. Il y a des différences qui se font jour. Simplement, quand on compare deux États proches géographiquement, donc en Europe, et quand on prend deux États qui sont éloignés géographiquement, là, je prends le Royaume-Uni et le Japon, on se rend compte que le Royaume-Uni voit la quasi-totalité de ses secteurs d'activité touchés par les ransomware, quand le Japon semblerait n'avoir qu'une partie de ces secteurs d'activité affectés. Donc là aussi, c'est toujours pareil, il faut le prendre avec beaucoup de prudence, puisqu'on part sur des conclusions qui ne sont tirées qu'à partir d'une base de données bien particulière, qui ne recense pas tous les cas, bien sûr, qui sont survenus au Japon, ni en France, ni en Allemagne, ni encore moins dans d'autres pays moins identifiés dans les bases, de manière générale. Donc, ce sont des données qu'il faut prendre toujours avec beaucoup de précautions. Il semble assez difficile de tirer des conclusions définitives de toutes ces analyses partant de ces bases de données. Donc, on rediscutera par la suite de la validité des données et des bases de données elles-mêmes. Alors, pour essayer de voir globalement, excusez-moi, j'ai quelques petites difficultés avec les... Voilà. Voilà. Voilà, donc là, on voit la surface d'attaque sectorielle des ransomware au niveau mondial. Elle touche globalement en priorité les acteurs étatiques, le gouvernement, tout ce qui est la catégorie gouvernement arrive toujours en tête, puis le domaine de la santé, puis l'éducation, puis tout ce qui va être industriel, finance, transport, donc quasiment la quasi-totalité, je dirais, des secteurs d'activité économiques ou étatiques d'un État sont affectés par ces ransomware. Alors, la question qui va se poser, c'est est-ce que, en partant de ces constats-là, est-ce qu'on peut comparer et avoir une idée de ce que sont les menaces persistantes avancées? Est-ce qu'elles offrent une surface d'attaque différente? Et donc, est-ce que les acteurs qui sont les acteurs attaquants qui mènent ces opérations ont des motivations différentes, ont des cibles différentes, ont des perspectives et des stratégies véritablement différentes de celles de la cybercriminalité de manière générale? Alors, pour étudier les MPA, on dispose de très très peu en fait de bases de données. Donc, j'en ai utilisé une aujourd'hui qui est issue de travaux de recherche menés par des chercheurs italiens. Il y a une autre base de données qui pourrait être utilisée, qui vient d'un ministère thaïlandais sur le numérique, qui a essayé aussi de constituer une base de données sur les MPA qui est assez étoffée et assez construite. On pourrait se servir de données qui sont publiées par Mandiant aussi. Enfin, on peut avoir quelques bases de données, quelques sources de données, mais pour travailler sur les MPA, en fait, on dispose de relativement peu de données. Alors ça, c'est la première des conclusions, c'est le premier constat que l'on peut faire. Quand on veut travailler sur un domaine comme celui-ci, on dispose de
de peu de sources structurées, documentées. Alors documentées, non, je dirais, bien sûr, on a beaucoup de documentation, on a beaucoup de rapports qui sont publiés par beaucoup d'entreprises de cybersécurité dans le monde. Des agences de cybersécurité nationale aussi publient de la donnée. Les CERT aussi peuvent éventuellement publier de la donnée sur la cybermenace. Donc on va avoir des informations sur ce que sont les menaces persistantes et avancées. Mais si on veut des bases de données structurées, le travail s'avère beaucoup plus difficile en fait. Alors, une des difficultés aussi pour travailler cette question-là, ce type de cyberattaque en particulier et d'acteurs de cybercriminalité en particulier, juste un petit rappel, on a l'impression aussi que les acteurs des IPT sont très très nombreux. Je rappellerai simplement qu'ils sont quelques centaines, on va en compter 200 ou 300 dans le monde, mais on peut avoir l'impression qu'ils sont en fait beaucoup plus nombreux et plusieurs milliers, parce qu'en fait, cela tient aussi au principe que chaque entreprise ou chaque acteur qui va découvrir un groupe d'IPT va le nommer. Et donc, on va avoir autant d'appellations pour un groupe que l'on va avoir d'entreprises qui auront trouvé ce même groupe. Et ensuite, pour chaque groupe, on va avoir plusieurs sous-groupes qui vont lui être rattachés. Donc, l'IPT1, par exemple, l'MPA numéro 1, va être appelé tour à tour groupe 3, Shanghai Group, etc., etc. Donc, on va avoir un certain nombre d'appellations qui vont s'appliquer à un même groupe. Donc, ça donne une impression d'avoir un nuage très, très important à l'échelle planétaire d'acteurs qui sont présents. Mais en fait, quand on va réduire ce nombre d'acteurs à leur appellation principale, on va se retrouver avec un nombre d'acteurs qui va être relativement réduit. Donc ça, c'est une des premières différences par rapport à la cybercriminalité en général. C'est que quand on parle de cybercrime, on imagine immédiatement qu'il y a de par la planète des milliers, des dizaines de milliers, si ce n'est des centaines de milliers de hackers qui sont opérationnels et que le crime, organisé ou non d'ailleurs, fonctionne grâce à ces milliers ou centaines de milliers de hackers. Et quand on va donc s'intéresser à cette catégorie d'MPA, on va se retrouver avec quelques groupes, même s'ils sont très nombreux bien sûr, parce qu'ils peuvent être très actifs, même sur de nombreuses années, donc mener plusieurs opérations et multiplier les opérations et les interventions. Globalement, on va avoir des listes, des listings, des bases de données qui vont être beaucoup moins étoffées que pour la cybercriminalité générale. Et donc la base que j'utilise aujourd'hui là s'appuie sur des travaux qui sont menés par des chercheurs italiens. Donc la publication est disponible en ligne et en partant du site de la publication, vous pourrez accéder à la base de données qui est mise à disposition par les chercheurs. Et donc ce sont ces données que j'ai essayé de travailler rapidement. Et donc en partant de cette base, on se rend compte que ces groupes-là de MPA sont plus concentrés géographiquement que ne l'est la cybercriminalité en général. Ces groupes-là sont concentrés sur la Chine, la Russie et quelques pays on voit donc du Moyen-Orient, de l'Inde, très rarement indiqués aux États-Unis. On pourra bien sûr revenir sur les chiffres, puisque bien sûr ces statistiques reflètent l'état du contenu de la base avant tout. Je ne dis pas que ça reflète la réalité. Donc là, on a une idée d'où viennent les attaquants, on a une idée du nombre de groupes qui ont attaqué les secteurs. On utilise la base pour faire des statistiques élémentaires. Donc, on se rend compte que tout ce qui est étatique, gouvernemental, a été attaqué par 54 groupes sur la période 2000-2023. Le secteur de la défense aurait été attaqué par 43 groupes, les technologies par une trentaine, etc., etc. Donc, vous vous rendez compte que quand on va redescendre dans les catégories, il y a beaucoup de barres qui sont colorées. Je n'ai pas mis les chiffres parce que ça devient rapidement illisible, mais quasiment tous les secteurs vont apparaître dans ce schéma-là. Et même si tous les secteurs finissent par apparaître, il y a quand même un focus assez important sur tout ce qui est gouvernemental, étatique et défense et technologique. Donc il y a quand même une coloration assez marquée et on se rend compte que la dimension financière arrive, même si elle n'est pas tout à fait négligeable, mais elle n'est pas en premier plan des motivations ou des secteurs qui seraient les plus touchés. Là, vous avez quelques statistiques aussi sur le nombre de secteurs qui sont visés en moyenne qui sont visés par chaque groupe. Le groupe le plus actif, l'IPT1, aurait touché une quinzaine de sites, de secteurs, je vous dirais, d'activités.
Et puis ensuite, rapidement, on a une spécialisation, je dirais, des groupes qui va se faire, puisque dans la traîne qui arrive à partir de la moitié du graphe, là, on va avoir des groupes qui vont toucher en moyenne 4 secteurs d'activité. Donc, on ne peut pas véritablement parler de spécialisation d'un groupe sur un secteur, mais on a quand même des groupes qui vont s'attaquer à des secteurs d'activité en nombre relativement réduit. Voilà. Alors, si on essaye de confronter, par exemple, ces données relatives au MPA à celles des données sur les ransomware, on pourrait faire la même comparaison par rapport à la cybercriminalité en général. On se rend compte qu'il y a quelques recoupements en termes de surface d'attaque, mais que globalement, on va avoir aussi surtout des déplacements, puisque par exemple, dans la surface d'attaque des IPT, on se rend compte que là, par exemple, le domaine de la santé arrive en fin de traîne pour les attaques menées par les MPA, alors que dans la cybercriminalité de ransomware, le secteur de la santé arrive plutôt en tête des secteurs qui seraient touchés, affectés. Voilà, donc il est toujours aussi difficile de comparer comme ça, face à face des secteurs, mais on se rend compte là, ici, sur ce schéma-là, par exemple, que d'un côté, à gauche, vous avez le nombre de groupes qui vont toucher les secteurs d'activité qui relèvent des IPT, et sur la droite, vous avez les ransomware aussi qui affectent les secteurs d'activité. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'en bleu, sur la colonne de gauche en bas, il y a tout un ensemble de secteurs qui sembleraient être ignorés par les IPT. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Donc, il semblerait que des acteurs, par exemple des associations non gouvernementales, le domaine de l'alimentaire, de la distribution, tout ce qui est droit aussi, les acteurs étatiques qui relèvent de la loi, donc le ministère de la Justice, quelques acteurs de la sécurité aussi, ne soient pas touchés par les IPT alors qu'elles le seraient par les ransomware, par exemple. Et inversement, on va se rendre compte qu'il y a pour les ransomware des domaines qui sembleraient absents de leur cœur de cible, quand contrairement, ils sont plutôt ciblés par les IPT. Donc, on va bien sûr avoir des chevauchements possibles entre les deux modalités d'attaque ou les deux modalités cybercriminelles, mais il y a quand même des secteurs d'activité qui sembleraient être exclus du champ d'attaque des IPT, mais qui inversement sont exclus, d'autres secteurs sont exclus du champ des ransomware. Donc, il est très difficile de comparer comme ça, face à face, de mettre en miroir des catégories de cybercriminalité. Et la première des raisons pour lesquelles il est très difficile de mettre face à face comme ça des chiffres et des données, c'est que les bases de données que l'on utilise là et que l'on peut utiliser de manière générale sont très, très largement incomplètes. Parce que vous avez vu que j'ai évoqué la base de données du CISSM qui recense 12 000 incidents. Alors, les incidents dans ces bases de données, ils sont relevés de manière relativement simple, je dirais. Donc, vous avez des données du type la date de l'incident, le lieu de l'incident, le secteur d'activité qui est touché, la nature de l'attaque, la motivation parfois et l'attribution. Et on essaye d'attribuer aussi les attaques à des acteurs, alors étatiques, non étatiques, à certaines IPT ou à d'autres, à des hackers individuels. Et puis ensuite, donc la motivation aussi essaye d'être affectée à chacun des incidents qui sont recensés. Alors donc, mais il n'y a pas de normes, je dirais, pour attribuer toutes ces catégories, pour mettre des étiquettes aux incidents ou étiqueter les acteurs, par exemple. Il n'y a pas de normes à proprement parler. Et donc, parfois, on peut penser que les attributions dans les bases de données sont faites, je ne vais pas dire au hasard, mais il peut y avoir quand même des erreurs qui sont commises dans les attributions, dans les classifications des incidents. Et donc, ces données sont, qui plus est, très largement incomplètes, puisque donc, la plus grosse base que j'ai utilisée ici recense 12 000 incidents. Pour les autres, ça va être 2 000, 3 000 incidents. Et pour les IPT, on va recenser 200, 300 groupes avec chacun une dizaine d'opérations. Donc, dans le plus grand des cas, on va avoir des bases de données qui vont avoir 3 4 000 lignes. Donc, c'est relativement peu par rapport à la cybercriminalité planétaire quand on parle de millions de cyberattaques chaque année.
Donc tout dépend de ce que l'on mesure et comment on le mesure. Mais l'un des constats premiers que l'on doit faire, il est en fait surtout de nature méthodologique quand on s'attaque à ces questions-là, nature méthodologique, parce que sont ces données, comment on constitue ces données, et quelle est la manière de pouvoir pour accéder à des données de manière plus complète, et comment on peut constituer des données qui soient plus satisfaisantes et des sources de données qui soient plus utilisables de manière statistique pour avoir une réelle vision, je dirais, plus objectif ou plus proche, sans doute, d'une réalité de la cybercriminalité. Voilà, donc je vais peut-être en terminer là pour ouvrir le champ aux questions, puisque le temps passe. Mais quoi qu'il en soit, donc ces slides restent à disposition, et puis on pourra rediscuter ultérieurement ensemble, si vous le voulez, pendant le webinaire ou en dehors, de toutes ces réflexions qui sont menées, parce que bon, c'est s'atteler à comprendre ce que sont les IPT. Il y a deux façons. Soit on s'en remet aux rapports officiels ou aux rapports qui sont publiés par des entreprises de sécurité, et puis on regarde le côté essentiellement technique. D'ailleurs, quand on regarde les publications dans le champ académique qui sont disponibles sur ces questions-là, ce sont quasi uniquement des publications techniques qui s'attellent à la question technologique et non pas à la dimension plus SHS, je dirais, qui pourrait être politique. Parce que là, ce que je fais ici avec les cartographies, c'est par exemple, c'est une géographie de la criminalité, mais on est encore loin de faire de la géopolitique ou de parler des dimensions stratégiques des acteurs. Donc, on pourrait prolonger cette recherche sans remettre uniquement au rapport officiel. Et donc là, je pense qu'il y a tout un champ de réflexion et de recherche qui est ouvert, qui s'ouvre et qui doit être prospecté parce qu'il n'y a pas une seule vérité dans les rapports techniques, qu'ils soient officiels ou des entreprises de cybersécurité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et reste à votre disposition pour des questions. Merci. Merci beaucoup Daniel pour cette séance vraiment très instructive sur les APT et MPA. Donc on va passer à la séance de questions-réponses. Je me permets quand même en guise de conclusion de rappeler que donc CNRS Formation Entreprise organise tout un volet de formations qui auront lieu en 2024 sur la cybersécurité, dont une formation sur les enjeux sociétaux, politiques, juridiques de la cybersécurité, de la cyberdéfense, que Daniel, notre orateur du jour, animera en juin prochain. Donc vous avez sur cette slide la liste des formations qui seront proposées par CNRS Formation Entreprise et qui vous pourrez retrouver sur notre site internet dont on vous donnera les coordonnées plus tard. Voilà, donc ça c'est voilà, les différentes coordonnées, on vous les remettra peut-être en fin de présentation et vous aurez bien sûr. Alors je vais commencer par approfondir lors de la question de questions-réponses en publiant deux questions d'affilée. Donc, vous en parlez, Daniel, il y a cette question de la méthodologie. Donc, bon, à quel point l'attribution des attaques à certains groupes est-elle fiable? Et je vais afficher une autre question un peu connexe qui fait référence à deux diapos, mais c'est une question peut-être un peu large sur la question des biais. Est-ce que les données seraient-elles pas biaisées par la volonté de certains États de ne pas communiquer et bruiter certains types d'attaques, notamment les APT? Cela pose la question de la transparence des États sur la question. Voilà, donc je vous laisse rebondir, Daniel, sur ce sujet. Oui, alors il y a deux catégories d'attributions. Je dirais il y a les attributions des actions IPT elles-mêmes, enfin des groupes, des acteurs. On va attribuer à des IPT, en particulier des opérations qui sont de renseignement, d'espionnage, de sabotage ou autre. Et puis il y a les attributions des actions de la cybercriminalité en général. Alors pour les actions de la cybercriminalité en général, je veux dire que parfois, et voire même très très souvent, la problématique est inverse. En fait, on ne manque pas de données puisque ce sont les criminels eux-mêmes, les hackers eux-mêmes, les cybercriminels qui vont revendiquer leur opération. Donc, il n'y a pas de problématique d'attribution. Quand il y a une revendication, on peut essayer juste de vérifier, de valider le fait que ce soit bien le bon acteur, réel acteur qui a revendiqué, qui est vraiment à l'origine de l'action. Par contre, bien sûr, on sait que pour les APT, l'attribution demeure une tâche difficile puisque c'est souvent le fruit d'enquêtes qui sont menées sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Et donc, on a tendance à voir que les attributions peuvent être plus rapides aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 15 ans, par exemple, parce qu'on connaît mieux les modes opératoires des acteurs. Donc, en fonction des recoupements sur les modes opératoires ou sur les origines, en fait, parfois, il peut y avoir des signatures, même des opérations qui restent, qui demeurent dans
dans les sources, dans les traces des attaques. Mais l'attribution, malgré tout, pour les IPT, reste un exercice de haute voltige, je dirais, parce que c'est toujours, bien sûr, sujet à controverse, à discussion. Et ça permet de rebondir sur la deuxième question. Est-ce que les données ne sont pas biaisées? Alors, elles peuvent l'être de plusieurs manières. C'est-à-dire que quand un acteur va attribuer une attaque à un autre État, de manière générale, on peut se poser la question de la neutralité de l'attribution, de l'intérêt politique, de la motivation politique, de l'enjeu, de la stratégie de l'État lui-même qui va attribuer, qui va identifier et qui va mettre en lumière sous l'effet des projecteurs les hackers, souvent d'un État étranger. Et on remarque surtout dans les données que l'on utilise là, que j'ai utilisées, mais de manière très générale. D'ailleurs, on a l'impression, et c'est plus qu'une impression puisque ça se justifie dans les chiffres, que les États-Unis sont quand même la première des cibles, mais n'apparaissent jamais comme l'une des sources des attaques. Dans les IPT, on n'a quasiment aucune IPT américaine qui apparaisse, donc ça peut quand même être plus que suspect comme source. Enfin, voilà, ça pose quand même beaucoup de questions. Donc, il y a sans doute beaucoup de données qui sont manquantes dans ces jeux de données. Puis, il y a des États qui ne communiquent pas aussi sur les opérations dont ils sont victimes. Simplement, on a peu de données qui remontent de la Chine, par exemple, même si la Chine, avec des entreprises de cybersécurité chinoises, a ces dernières années, ces derniers mois surtout, attribué des attaques, a admis avoir subi des attaques de type IPT aussi. Il y a des États qui publient peu, qui parlent beaucoup moins sur ces questions-là. Donc l'attribution reste quand même un des points, je veux dire, relativement faible. Alors on essaie de contourner la problématique par la multiplication des exercices, enfin des efforts qui sont menés pour essayer d'attribuer des attaques, des opérations à des acteurs particuliers. Alors ça se solde par vous avez vu tout à l'heure, chaque IPT a plusieurs noms, quantité de noms, de sigles lui sont accolés. Cela vient du fait qu'il y a plusieurs entreprises qui travaillent sur des mêmes opérations et c'est la confirmation, la succession des travaux qui sont menés qui permettent d'aller vers des conclusions et d'attribuer de manière plus ou moins fiable les actions. Mais quoi qu'il en soit, il y a toujours malgré tout une possibilité d'erreur et puis une possibilité d'orientation des résultats affichés, quoi qu'il en soit. Alors, juste pour aller un petit peu plus loin sur cette question-là, des sources. Donc, on nous pose la question, comment ces différentes bases sont-elles construites? Y a-t-il moyen d'évaluer les biais en travaillant directement avec les informaticiens? Donc, vous avez partiellement répondu. Récupérez vous-même les données en collaboration avec certains acteurs? Oui, alors bien sûr, il faut travailler avec des informaticiens. Alors, ça fait partie de toute la tâche et ça fait aussi partie de l'une des difficultés que l'on peut rencontrer. C'est quels acteurs industriels pourraient disposer de ces données. Disposer de données sur les IPT est relativement plus complexe que de disposer de données sur la cybercriminalité de manière plus large, plus générale. Ce sont rapidement des données très, très techniques aussi. Donc ensuite, il faut descendre d'un niveau pour que nous, à SHS, on puisse comprendre ces données et les travailler, les exploiter. Donc il ne s'agit pas simplement d'aller collecter de la donnée auprès d'informaticiens pour avoir une lecture qui soit possible du côté des SHS, premièrement. Et deuxièmement, essayer d'avoir une compréhension de ce que sont les IPT à l'échelle planétaire est une tâche ultra complexe, en fait, puisque ça suppose d'avoir des informations qui remontent, qui puissent remonter, non pas uniquement d'un secteur géographique de la France, par exemple, ou de l'Europe, mais d'avoir des données qui remonteraient de tous les continents. Donc, c'est une tâche qui est relativement plus complexe. Donc, la difficulté, c'est celle de l'ouverture des données de l'industrie ou d'autres États, par exemple, ou simplement de l'État français, de l'ouverture de certains types de données à la recherche. Donc, ça, c'est aussi tout un enjeu. C'est une des choses sur lesquelles on travaille actuellement. Alors, donc j'ai une autre question qui concerne les ransomware versus APT, lequel a le plus fort potentiel de nuisance? Oui, alors, très difficile de répondre à cette question. Tout dépend. Avec le ransomware, la nuisance, elle est immédiate, quoi qu'il en soit. S'il y a impossibilité d'accéder à tous les systèmes d'une entreprise, on sait que les ransomware peuvent mettre
mettre à mal et puis mettre à bas même des entreprises qui sont obligées de cesser leur activité du fait de ces attaques. Donc là, le potentiel de nuisance d'un ransomware peut être immédiat et très, très violent, ultra violent. Avec les IPT, ça peut être plus sournois, puisque ça peut être des opérations d'espionnage, de remontée de données sur le long terme. Donc, ce sont des choses qui peuvent être beaucoup plus indolores en apparence, mais qui vont se faire ressentir sur le long terme, et pas forcément directement sur l'acteur lui-même qui a été piraté, mais ça peut être aussi au niveau d'un État de manière générale, de manière plus globale, sa position sur des marchés internationaux, ça peut être sur des questions de politique, ça peut être sur tout un ensemble de questions. Là, on est dans le domaine du renseignement, de l'espionnage plutôt, et donc le potentiel de nuisance est fort dans les deux cas, mais il peut sans doute beaucoup plus difficilement mesurable, je dirais, dans le cas des IPT, et beaucoup plus visible et immédiat dans le cas des ransomware. Très bien. Alors, je passe à une autre question. Si le lien est identifié entre les criminels et leur État, serait-il possible juridiquement d'ouvrir un procès contre l'État en question? Oui, alors première chose, c'est de pouvoir attribuer un lien entre un État et les hackers ou les criminels, les cybercriminels. Et ça fait partie aussi des difficultés que l'on rencontre quand on analyse les données, qu'on exploite ces bases de données. On a souvent la catégorie acteurs affiliés ou attaques attribuées à un État, ou acteurs affiliés à un État, rattachés à un État, sponsorisés par un État, etc., etc. On a une quantité de liens qui sont nommés comme ça, mais on ne sait pas quelle est véritablement la réalité de ce lien avec l'État. Alors, il y a deux catégories, en fait, on pourrait le scinder en deux. D'un côté, les États qui sont des criminels, des cybercrimes organisés, et qui vont travailler main dans la main avec des acteurs étatiques à un moment donné, ou qui vont remonter des données ou vendre des données à un État, ou qui vont être sponsorisés, entre guillemets, par des États pour mener des opérations. Et puis, de l'autre côté, on va avoir les acteurs étatiques eux-mêmes qui vont mener leurs propres opérations sans s'inquiéter de ce que font les criminels ou s'intéresser aux crimes. Alors, donc, première problématique, c'est d'identifier quelle est la nature de ce lien. Et ensuite, deuxième problématique, c'est de remonter à ces acteurs-là, quoi qu'il en soit. Quand ils sont dans des États étrangers, cela est toujours un petit peu compliqué, difficile. Alors, juridiquement, on peut toujours essayer de faire des choses. On voit que si vous allez sur le site du FBI, on se rend compte qu'il y a des mandats d'arrêt internationaux ou des avis de recherche internationaux qui sont lancés, publiés, pour essayer, pour essayer enfin des mandats d'arrêt ou de recherche, des avis de recherche qui visent des acteurs étatiques, souvent des officiers de l'armée de pays étrangers, et qui essayent donc de mettre la main sur ces acteurs-là par ce biais-là. Mais on sait bien qu'ils ne mettront pas la main sur ces acteurs de manière individuelle, mais l'idée, c'est plutôt, par ces procédures juridiques-là, en lançant des mandats d'arrêt ou des avis de recherche, c'est de mettre les feux de projecteurs sur ces individus-là, sur ces acteurs-là. Je l'ai dit au début, les IPT, leur première force et leur première raison d'être, c'est de rester invisible, discret, indétectable. Donc le fait de mettre en lumière ces acteurs-là dit deux choses. Premièrement, c'est qu'on les a identifiés, on sait qui est derrière. Et puis, deuxième chose, c'est que bon, ils sont plus dans l'ombre, et agir dans l'espace du secret, il leur est plus difficile. Mais ensuite, agir sur un plan juridique, alors je ne suis pas avocat ni prof de droit, donc je ne vous répondrai pas sur la dimension juridique à proprement parler. On est dans du droit international, ça ouvre des perspectives, enfin des difficultés sans nom, je dirais. C'est aller chercher les acteurs, s'ils sont soutenus par des acteurs étatiques, voilà. Alors, je me permets une petite question connexe à celle-là. Il m'a semblé voir, mais peut-être je me suis trompé, dans une des premières cartes que vous avez présentées, la carte mondiale des origines des différentes organisations criminelles, qu'il y avait certaines attaques provenant de la France. Est-ce que vous confirmez ou est-ce que j'ai mal vu? Si vous parlez des IPT ou la cybercriminalité en général? Peut-être c'était une des deux, j'avoue ne pas avoir noté exactement quel slide c'était. Oui, alors s'il s'agit des IPT, ça c'est une information qui est dans une base de données que je ne confirmerai pas. Il faudrait aller voir les acteurs intéressés eux-mêmes qui vous répondront ou pas. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas d'infos, de données là-dessus. Mais si c'est sur la cybercriminalité en général, bien sûr, hein, il y a des cybercrimes dans tous les États, et l'État français, enfin la France, le territoire français héberge lui aussi ses hackers, comme tous les États.
Là, je ne parle pas des acteurs étatiques, je parle de la cybercriminalité en général. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas forcément étatique, mais il y a des cybercriminels partout. Oui, tout à fait. Alors, nous avons une dernière question qui concerne le secteur de la santé, qui est un secteur assez critique, effectivement. Est-ce que les attaques dans le domaine de la santé sont-elles sur les organes de santé publics ou privés? Peut-être avez-vous les deux, certainement. Alors, dans les bases de données, la distinction n'est pas apportée, en fait. On ne peut pas dire s'il s'agit des acteurs de la santé publique ou privée. Donc, ça fait partie aussi de ces biais, ou des difficultés d'exploitation de ces données. Soit il reste sur des catégories générales, acteurs étatiques, acteurs publics. Donc, ça peut embarquer dedans du militaire, de la défense, de la sécurité, de la police, de la justice, de la santé, des transports, tout ce que l'on veut. Soit on va avoir la catégorie santé, sans précision sur le fait qu'il s'agisse d'acteurs publics ou privés. Donc, à partir des bases de données que l'on a là sous les yeux, on ne peut pas dire si les acteurs de la santé publique ou privée sont plus ou moins ciblés. Donc, il n'y a pas de réponse que je puisse apporter de manière définitive à cette question. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Daniel Ventre. Donc, nous avons fait le tour des différentes questions qui nous ont été posées à travers le chat. Donc, pour conclure ce webinaire, je remercie tout le monde. Vous avez été plusieurs centaines à nous suivre sur ce webinaire. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup, Nicolas, pour l'introduction et l'organisation de ce webinaire. Merci, Clémentine Robert, qui était dans les coulisses pour toute l'organisation logistique, communication, diffusion, et qui vous enverra l'enregistrement vidéo qui a été associé à ce webinaire. Donc, vous pouvez retrouver différentes informations sur le site internet de CNRS Formation Entreprise, en particulier sur les différentes formations en cybersécurité qui sont programmées en 2024. Vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn. Vous pouvez également suivre Daniel ou Nicolas qui sont également assez actifs sur le sujet. Et voilà, donc je laisse le mot de la fin à Daniel pour un petit mot de conclusion et je vous souhaite une bonne journée à tous. Oui, en conclusion, merci à tout le monde pour votre écoute, à tous les auditeurs de ce webinaire. Merci aussi au CNRS pour cette invitation à présenter un sujet qui est en réalité beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît de prime abord, parce qu'on en parle beaucoup dans l'actualité. Mais comme je viens de l'exposer, il y a beaucoup de prismes d'attaque du sujet. Et donc, je reste ouvert aussi, surtout pour discuter avec des acteurs industriels ou académiques de ces questions. Merci. Bonne journée à tous.